concours de beauté pour les primeux. Donc en général, c'est un chiffre qui correspond puisque les concours de chasse sont liés à ce fichier. On ne retrouve pas. Alors encore ce cas, c'est bien, vous voulez deux. Alors le chien courant breton, comment il se porte? Très bien, puisque comme vous venez de le voir, je dirais aujourd'hui c'est 80 équipages qui sont présents, malgré toutes les manifestations diverses, donc notamment la salle du Bill. C'est le chien courant en Bretagne est en grande quantité. Et je dirais nombreuses meutes, mais vous avez vu qu'essentiellement à tir, je dirais que les équipages que nous avons vus sont des équipages à renards. Pourquoi? Parce que chez nous, le renard est en excellente santé et donc le biotope permet de chasser le renard. Donc le chien breton, le chien courant breton est en excellente santé, en excellente forme. Au niveau des gibiers rencontrés en Bretagne, on parle beaucoup du sanglier. Un peu partout en France, le sanglier est en pleine croissance. En Bretagne, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous me posez une question très intéressante, puisque dans la Fédération des Yvelines, je suis celui qui suit le dossier sanglier plus particulièrement. Et je peux vous dire que nous sommes dans la tendance nationale, c'est-à-dire que les populations ont tendance à monter, ça c'est clair, hein, les populations sont en augmentation. Et il faut le dire aussi, les dégâts suivent également. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes avec le monde agricole, bien entendu. Ceci dit, les départements sont organisés différemment. Et en Bretagne, je dirais sur les 4 départements bretons, l'Ille-et-Vilaine, par exemple, donc, est en plan de chasse sanglier. Donc, je ne dirais pas qu'en Yvelines, nous avons la maîtrise parfaite de la chasse du sanglier. Ceci dit, cette année, malgré un prélèvement supérieur aux autres années, comme les autres départements, nous arrivons probablement à équilibrer les dégâts, voire à la baisse. Des grandes forêts en Ille-et-Vilaine? Il y a des grandes forêts au sanglier? Oui, notamment la forêt de Pimpon, puisque comme vous le savez, la forêt de Pimpon est un massif brocéliande, exactement, est un massif d'environ 15-16 000 hectares. Bon, avec qui cette forêt, nous la partageons bien entendu avec le Morbihan. Et il faut dire que c'est à peu près 50% en Ille-et-Vilaine, 50% dans le Morbihan. Brocéliande est à cheval sur le Morbihan et sur l'Ille-et-Vilaine. Combien de licenciés dans le département d'Ille-et-Vilaine? De chasseurs 16 500. Un peu plus que dans le Morbihan. Voilà. Je crois que sur les 4 départements bretons, c'est l'Ille-et-Vilaine qui a le plus gros bataillon de chasseurs. Au niveau du chien courant, combien d'éleveurs en Ille-et-Vilaine? Pas facile à chiffrer. Je dirais, nous à la fac, nous avons une centaine d'adhérents, donc on peut considérer que dans les meutes, elles sont là aux 2/3. Donc au niveau meute, il y a 150 meutes, 200 meutes. Et ceci dit, il y a un nombre de chasseurs utilisant encore le chien courant, notamment chasseurs de lapins, chevreuils, avec une unité de 3-4 chiens. Combien de races à peu près de chiens courants? On peut dire sur l'ensemble de la Bretagne, l'ensemble des races est représenté, vous l'avez vu, je dirais c'est une vingtaine de races. Quoi. La race dominante? Chez nous, c'est le Beagle. Pourquoi? Le Beagle, je pense, c'est un chien polyvalent. On a tendance à dire c'est un petit chien d'équipage qui permet, je dirais, d'affronter tous les territoires, à la fois des territoires de moyenne surface, petite surface, et de chasser tous les gibiers. Donc le Beagle, à chaque fois, est très très représenté chez nous. Un chien aimable? Chien très aimable, bien sûr. Qui peut être aussi presque un chien de compagnie parfois. Tout à fait, on le retrouve d'ailleurs de plus en plus, un chien de compagnie. Ici, vous avez des gens aujourd'hui qui interrogent les éleveurs, on pourra éventuellement acquérir un Beagle, mais ce sera pour en faire un chien de compagnie. C'est un chien qui est très sociable, très gentil avec les enfants. C'est un petit chien d'ordre. Tout à fait, et puis il a un physique aussi aimable. Oui, très sympathique. Très sympathique. On ne retrouve pas, si c'est une bonne souche, on ne retrouvera jamais un chien, excusez-moi, mais grincheux. Toujours un chien aimable, joueur, gentil avec les enfants et très docile. Un peu têtu comme toutes les petites races, mais ceci dit, avec un peu de fermeté, on s'en sert très très bien. Aujourd'hui, vous êtes sur le stand de la Société de Vénerie à la fête de la chasse de Malétroit qui exceptionnellement est à Saint-Nicolas-du-Tertre. Nous faisons partie de l'association des jeunes veneurs et nous sommes là pour représenter le monde de la vénerie, aussi bien au niveau des jeunes que des vieux. On est là un peu pour montrer que la vénerie a aussi son potentiel au niveau des jeunes. Combien d'équipages en France? Vous pouvez le voir sur les différents tableaux qui sont derrière. Par exemple là vous voyez la vénerie elle est présente dans 70 départements
Je crois que c'est 350 équipages, c'est ça? Oui, à quelque chose près. Ah, à quelque chose près, c'est 350 équipages. Combien de veneurs? C'est 30 000? 10 000 pratiquants et 100 000 suiveurs. 100 000 suiveurs à peu près. Donc pratiquants au bouton, je veux dire. Moi, je veux pratiquer la grande vénerie, comment je fais? C'est pas compliqué, il y en a partout dans nos pays, la grande vénerie il y en a partout. Dans le cadre de la Bretagne, par exemple ici vous avez le Rallye Bretagne qui chasse en forêt de Pimpon à une quinzaine de kilomètres. Il y a des numéros de téléphone, c'est très facile de les joindre, de leur demander s'il est possible de venir. Ils ne refuseront jamais parce qu'on ne refuse pas. Au départ vous êtes suiveur, c'est-à-dire que vous allez venir pour découvrir un peu comment ça se passe. Par la suite, vous serez suiveur assidu, on va dire. C'est-à-dire que vous viendrez régulièrement, les gens commencent à vous connaître, savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Et après, on peut devenir rentrer dans l'organisation de l'équipage en devenant au départ épinglette. C'est-à-dire que vous avez le droit de porter l'épinglette avec le bouton de l'équipage. Devenir après monter en grade en étant gilet, puis bouton. Et si jamais un jour vous avez la chance d'être maître d'équipage, vous arriverez au summum de l'échelle. Pour être maître d'équipage, qu'est-ce qu'on demande particulièrement? En fait, au niveau de la grande vénerie, pour être maître d'équipage, d'abord il faut pouvoir posséder des territoires, ou avoir l'autorisation de chasser dans certains territoires qui disposent d'un nombre suffisant d'animaux pour pouvoir chasser. Et ensuite, si vous avez l'autorisation il faut avoir une attestation de meute en fait, qui vous permet de constituer un lot de chiens. Ensuite, vous êtes obligé d'avoir une autorisation pour pouvoir chasser donc, dans les territoires. Et donc après, vous pouvez, à partir de ce moment-là, si vous avez toutes ces autorisations-là auprès de l'agriculteur, De père en fils, puisque donc, je suis son fils aîné. Et aujourd'hui, je fais office de master. Et je suis assiste aussi de mon frère Patrice. Et nous chassons donc en famille. On a vu aussi les enfants. Donc, Les petits-enfants qui sont là pour faire le relève, oui. Il y en a déjà quelques-uns qui, je pense, prendront le flambeau. Une grande famille de veneurs. Alors. Exactement. Combien de chiens? Au chenil, nous avons à peu près une centaine de chiens et chaque année, 20-25 chiots pour la remonte. Quelle race? Des anglo-français tricolores. Pourquoi ce choix par rapport... En fait, ce type de chien correspond davantage au territoire sur lequel on chasse, pour différentes raisons. Un chien peut-être plus rustique, on chasse sur des territoires qui sont assez difficiles et parfois aussi des territoires où l'on débouche de manière très régulière. En Bretagne, nous n'avons pas de massifs très importants. On a des massifs qui font 2-3 000 hectares et où les animaux, après s'être fait pousser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, il n'est pas rare de faire des débouchés et de faire également 2 heures de débouchés. Donc le type de chien que l'on a trouvé est l'anglo-français qui correspond, je pense, au territoire que nous avons. Les qualités qu'on demande à un cheval de chasse, c'est d'abord un cheval franc, qui n'hésite pas lorsqu'il faut passer des fossés, des talus, lorsqu'il faut rentrer dans les enceintes. Franc pour ne pas se dérober aux premières branches qui bougent ou qui ne doit pas non plus avoir peur des chiens, parce qu'il a en permanence autour de lui de nombreux chiens, donc il ne doit pas prendre peur de ces chiens-là. Donc on lui demande aussi beaucoup de courage parce que
Une chasse chez nous en Bretagne va faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et il n'est pas rare aussi d'avoir 6 heures, 7 heures de chasse. Les chasses sont relativement longues et on a besoin de chevaux très, très robustes. Je pense que les trotteurs sont beaucoup plus rustiques que les chevaux qui servent à faire du complet, qui sont beaucoup plus près du sang et qui sont des chevaux beaucoup plus fragiles, tant au niveau des tendons, tant au niveau des problèmes de froid qu'on peut trouver, parce que c'est vrai que l'hiver, ils ne sont pas forcément ménagés et les trotteurs sont certainement plus robustes pour passer ces moments difficiles. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que le trotteur est utilisé de manière régulière pour chasser dans nos forêts en vénerie. Il faut un entraînement quotidien, hebdomadaire? L'entraînement des chevaux de chasse n'est pas forcément il serait souhaitable de les monter, de les sortir régulièrement tous les jours. Pour des problèmes de disponibilité, on n'a pas forcément le temps de les monter tous les jours. Donc ces chevaux-là sont montés 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine, mais généralement pas plus. Et ils sont au repos et on les laisse généralement au paddock dans la journée. Il faut déjà des chevaux d'un certain âge pour pratiquer la chasse. L'âge à laquelle on prend des chevaux, on peut commencer relativement jeune. Maintenant, il faut savoir qu'on peut les prendre à 4 ans et les mettre à la chasse à 4 ans. Il faut savoir que ce sont encore des poulains qui n'ont pas encore fini leur croissance et qu'il faut un petit peu de temps, donc il faut y aller tout doucement au départ. C'est des chevaux qu'on amène gentiment à la chasse, petit à petit. Il ne faut pas leur faire des chasses entières et puis il faut y aller doucement. Et petit à petit, ces chevaux-là prennent du métier, apprennent à avoir le pied davantage sûr et prennent à ne plus avoir peur des chiens, etc. Est-ce qu'on peut dire que le cheval participe à la chasse? Je pense que le cheval participe. Lorsque je suis à la chasse, lorsqu'on chasse avec notre cheval, vous avez les chevaux ressentent ce qui se passe, entendent les chiens, écoutent la chasse, écoutent la trompe. Et lorsque vous êtes arrêté dans un carrefour et que vous entendez les chiens qui se récrient de manière formidable et que ça vient vers vous, vous avez votre cheval qui a les oreilles pointées vers les chiens et qui, je pense, écoute ça avec autant de passion que vous. Le cheval participe très très bien à la chasse, il se prend en jeu. J'ai l'expérience d'avoir eu des chevaux qui avaient été réformés parce qu'ils étaient mal dans leur tête quand ils faisaient de l'obstacle, en particulier des selles français. Bon, ils savaient 1 fois sur 2, ils faisaient des piles sur le 2 ou le 3 dans les concours parce qu'ils allaient pour travailler. Or le cheval en chasse à court, on a toujours l'impression qu'il s'abuse. Et on remarque que les chevaux qui s'amusent d'autant mieux, c'est que très souvent, ils entendent venir l'animal avant nous. On regarde les oreilles du cheval et ils ont entendu le cerf avant que nos oreilles, qui sont moins performantes, puissent les entendre. Et le cheval s'amuse beaucoup plus à la chasse. Évidemment, au bout de 7-8 heures, il a un petit peu marre, mais souvent les chevaux, j'ai rarement vu un cheval, ils savent qu'on va en chasse à court, refuser de monter dans un vent. Alors que pour aller en concours épique, je me rappelle très souvent les chevaux sachant qu'ils allaient en concours épique, on avait plus de mal à les faire aller en concours épique. Si tu avais un mot pour définir la grande vénerie, ce serait lequel? La continuité. Tradition. Ouais. Et j'espère que, comme on est parti là, je l'espère et je le pense, on continuera encore très longtemps à chasser. Et si on sait l'expliquer, et si on continue à communiquer comme on communique aujourd'hui, je pense qu'on a encore davantage et qu'on a encore de belles années devant nous. Bon, très souvent dans la chasse à court, où heureusement on a de plus en plus de spectateurs, en particulier des vététistes, on a des gens, etc., ou des voitures qui passent, il y a souvent plus de problèmes avec les gens à pied, en voiture ou en vélo, avec les chevaux, qu'avec vraiment les chiens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en France qu'il y a un renouveau de la grande vénerie? Tout à fait, il y a un renouveau de la grande vénerie. Il y a une vingtaine d'années, on faisait des chasses à court, surtout en Bretagne. On avait très peu d'équipage, il y avait que l'équipage du Rallye de Bretagne. Ensuite, il y a eu en 68 et 69 le Rallye Armor-Pula Beauvancey qui se sont créés et qui ont commencé en 80 à vraiment monter en puissance. Bon, maintenant, il y a un premier vautret qui s'est créé. Or, au départ, quand on chassait, on était, mettons, 4, 5, mettons 6 personnes à cheval. Maintenant, vous avez régulièrement toutes les chasses, 25, 30, 35 cavaliers. Et quand vous avez en point de vue suiveur, vous aviez 10 voitures. Maintenant, on a 200 personnes à suivre, dont 40, 50 en VTT. C'est la seule chasse
qui soit vraiment ouverte à tout le monde, où on demande à personne de participer à quoi que ce soit, c'est une participation volontaire. On offre un spectacle de qualité, je pense, qui est gratuit et qui n'est dangereux pour personne. À la chasse à tir, que je pratique également, on ne peut pas inviter des enfants, des grands-mères, etc. parce qu'il y a des balles, c'est dangereux, il y a des risques. Là, à part, ils peuvent rester pique-niquer. Les plus âgés restent aux voitures, ils pique-niquent dans un petit coin. Les enfants ont des VTT, ils suivent. Les parents suivent en voiture. Tout le monde peut participer en fonction de son âge et de ses moyens. C'est un art de vivre? C'est un art de vivre et c'est un art de vivre qu'on essaie de transmettre au maximum de personnes. Et on le voit dire avec toutes ces chasses, avec toutes les manifestations de la vénerie, que de plus en plus la vénerie augmente, explose en France. Si vous aviez un mot pour définir la vénerie, ce serait lequel? La vénerie française est avant tout une vénerie populaire. Je pense que c'est paradoxal, non? Non, c'est pas paradoxal. Autrefois, elle était réservée à une élite, c'est certain, mais en fait, on s'aperçoit que cette espèce d'art de vivre des gens de la campagne, dans nos équipages, ce sont tous des gens extrêmement simples, qui sont tous boutons. C'est à leur participation et en fonction de leurs moyens. Chacun donne, s'il n'a pas suffisamment d'argent pour participer, donne de son temps. C'est un groupe d'amis où il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de différence. On est tous unis autour d'une même passion. Et on voit ça de plus en plus, qu'autour de la vénerie se crée une force importante, une cohésion autour d'un art de vivre qu'est la chasse. Il n'y a pas de... Lorsque vous êtes actionnaire, vous devez payer une action au fusil, ça coûte un certain prix. Même dans les AK, il y a quand même une question d'argent. En vénerie, on est ouvert à tout le monde n'est pas bouton. Il y en a qui sont épinglettes, ils donnent une participation de 100 francs ou 10 euros s'ils veulent. C'est totalement ouvert à tout le monde et il n'y a pas du tout de ségrégation par l'argent quand on se contrat. Le jour où progressivement ils ont de l'argent pour acheter un cheval, etc., ils rentrent progressivement à l'équipage. Ils sont invités par l'équipage en fonction de leur assiduité à rentrer et on s'arrange toujours pour avoir de les faire rentrer. Je vois notre équipage du Rallye Armor, le soir, lorsqu'on fait des repas, on fait des repas dans notre relais de chasse à l'île d'Audet, où la moyenne du repas c'est 10 euros, entre 5 et 10 euros, et il y a en général une quinzaine d'enfants de moins de 10 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui participent, hommes et femmes, qui participent à la chasse à courre et qui sont venus et qui entretiennent la chasse et qui pérennisent cet esprit de la vénerie. Alors la bécasse en Bretagne, une chasse traditionnelle? Bien sûr, surtout en Bretagne, puisqu'on a un cheptel quand même qui est important. Mais bon, il ne faut pas partir de l'année dernière comme référence. Alors l'année 2000, mauvaise année pour Alors, la bécasse? mauvaise année pour l'année 2000 pour 3 raisons. D'abord, mauvaise nidification en Russie, sur notre couloir de migration. Ensuite, mauvaise migration du fait pas de froid et vent contraire. Et enfin, la période de froid qui a eu lieu. Donc les oiseaux sont arrivés par le nord et sont restés beaucoup dans le nord et dans l'est. Et bon, nous, on a eu beaucoup d'adultes, mais les oiseaux sont arrivés au mois de janvier, février. Il n'y a pas de plan de chasse particulier pour la bécasse? Alors, il y a un plan de chasse pour cette année. Nous avons Bécassier de Bretagne affilié à Bécassier de France. Nous avons demandé un PMA, c'est-à-dire un prélèvement maximum autorisé, de 30 bécasses par an et de 2 par jour de chasse. Donc chaque chasseur pourra gérer son plan de chasse, à savoir s'il tue ces 30 bécasses pendant le premier mois, eh bien normalement il ne pourra plus en tuer puisqu'il va y avoir certainement des contrôles renforcés au point de vue carnet de prélèvement. Et une autodiscipline naturelle du chasseur? Ça devrait exister dans tous les domaines, mais chez les chasseurs en particulier. Parce que je pense que les chasseurs ont besoin de beaucoup communiquer. Il faut qu'ils se regardent aussi, il faut qu'ils communiquent. Et comme ça, peut-être qu'on arrivera à sortir quelque chose de bien. La disparition des zones humides en Bretagne est une évidence? Alors, en ce qui concerne la bécasse,
on ne peut pas parler a priori de zone humide, puisque la bécasse, nous, ce sont la bécasse des bois. Donc la bécasse des bois a une vie nocturne, elle sort la nuit pour faire ses 3 repas dans des prairies pâturées. Donc il faut se voir aussi le biotope. Le biotope change beaucoup. Une bécasse ne vient pas s'alimenter dans un champ de maïs. Donc cette bécasse, s'il n'y a plus de prairies pâturées, ne viendra plus dans sa remise naturelle. Je pense que le cheptel est stable. Bon, il ne faut pas parler de diminution parce qu'il y a eu une mauvaise année. Je pense qu'aujourd'hui l'ONCFS fait des études, beaucoup d'études en Russie pour voir justement la nidification. A priori, d'après les renseignements que j'ai, cette nidification serait bonne pour cette année. Donc maintenant, reste au moment de la migration, est-ce qu'on aura des vents contraires? Est-ce qu'on aura des froids avant la migration, pendant la migration? Tout ça, ce sont des soucis du bécassier en général. Ce sont plus des soucis d'ordre, on va dire, naturel, météo. Mais la bécasse par elle-même n'est pas un animal qui est sensible aux méthodes culturales, c'est-à-dire à l'agriculture intensive, dans la mesure où elle va dans les bois. Non, non. En principe, la bécasse, bon, je vous dis, elle est surtout dans les prairies pâturées. Donc du moment où elle se nourrit de lombric, donc elle n'est pas prise par les pesticides, etc., comme les autres gibiers, perdrix, faisans, etc. Donc a priori, la bécasse n'est pas touchée par l'agriculture d'aujourd'hui.